Une seule source pour tous vos besoins à outils, de la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnell.com. Semi-conducteurs, capteurs, connecteurs, cartes d'évaluation et plus encore, fr.farnell.com. Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 25 août 2023. Alors, au menu cette semaine, on va parler de la grande fête du podcast aux États-Unis, le Podcast Movement à Denver. On va parler d'innovation en enseignement avec le fondateur du groupe Building 21. On va parler à quelqu'un qui célèbre cette année 20 ans de publication de livres en ligne. Et puis finalement, on va parler avec quelqu'un de chez DailyTrust pour découvrir leur trousse de logiciels pour aider les organisations. Et je remercie au passage les gens de DailyTrust qui commanditent cette édition de Mon Carnet. Sinon, il y a aussi mes collègues qui sont avec moi. Il y a Thierry Aubert qui est sur la côte normande en France et Stéphane Ricoul qui fait le point sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le portrait de la transformation numérique. Et puis, juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, vous allez voir, c'est assez court parce que je vais passer beaucoup de temps avec mes invités. J'ai une petite salutation particulière pour 6 auditeurs de Mon Carnet cette semaine. Salutations à Marc-André Paquette, Christian Liboiron, Philippe Doyon-Poulain, Nicolas Roux, Massa Bouchard et Kathleen M. Merci à vous 6 pour votre écoute. Et puis, merci aussi à vous que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. À vous tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Voilà, c'est fait. Le nouveau réseau social de Meta, Threads, a finalement pignon sur rue sur le web. Une nouvelle version, une nouvelle adaptation qui vise à attirer les professionnels et les médias, des utilisateurs actifs sur ordinateur pendant les heures de travail. Bien que Threads ait connu un démarrage très fort lors de son lancement en tant que concurrent de X, son utilisation quotidienne a diminué, poussant les utilisateurs à demander une version web et des ajustements. Le désordre persistant sur X depuis son acquisition par Elon Musk ouvre donc des opportunités pour des alternatives comme Threads, qui compte actuellement plus de 10 millions d'utilisateurs quotidiens. L'objectif de Meta est de stabiliser l'application et ensuite d'acquérir davantage d'utilisateurs. Cependant, n'oubliez pas que l'application demeure indisponible en Europe dû à des problèmes de conformité avec la législation sur la protection des données et aussitôt que ça sera réglé, c'est évident que le nombre d'utilisateurs va grimper. Je n'aime pas le dire, mais on est à ce moment-ci de l'année où on parle de la rentrée et cet automne, il y a beaucoup de monde qui vont penser à mettre à niveau leurs connaissances en matière d'intelligence artificielle, que ça soit au niveau d'introduction ou plus poussé. Cette semaine, j'ai reçu un communiqué de AWS qui rappelait que plusieurs cours au sujet de l'intelligence artificielle et divers aspects de l'IA sont offerts gratuitement en ligne sur sa plateforme AWS Skill Builder. Si le sujet vous intéresse, j'ai mis plus de détails sur moncarnet.com. Moment de nostalgie de la part de Bill Gates cette semaine sur sur X. Il se rappelait que cette semaine, il y a déjà 28 ans, oui, le temps passe, Microsoft sortait Windows 95 en magasin. En clin d'œil, il a même publié le gif animé où on le voit danser de façon
un peu particulière sur la musique de Start Me Up, la musique thème du produit, de la musique faite par les Rolling Stones. Le jour du lancement, je me souviens avoir vu à la télé l'Empire State Building de New York éclairé aux couleurs du logo de Windows. Et à Toronto, le même jour, il y avait la tour du CN qui arborait une grande bannière longue de 100 mètres annonçant Windows 95. Et ils n'avaient pas fait ça en petit. 300 millions de dollars avaient été investis dans la campagne de promotion pour faire connaître le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Imaginez, pour utiliser la chanson, ou du moins le début de la chanson, parce que c'est vraiment ça qu'on entendait dans les publicités et même dans les grands événements, Microsoft avait payé 3 millions de dollars aux Rolling Stones pour utiliser la chanson lors de la promotion du système d'exploitation. Mais bon, c'est beaucoup d'argent, mais fallait pas s'en faire pour Microsoft, parce que seulement la première année de la sortie de Windows 95, imaginez-vous, le fabricant avait vendu plus de 40 millions de copies au coût unitaire de 210 $ américains. Et puis, en 1998, aux dernières heures de Windows 95, le système est installé sur 56% des ordinateurs dans le monde. Une petite dernière avant de passer à mes invités, il y a Sony qui explore de nouvelles frontières du jeu multijoueur en déposant un brevet assez intéressant. Le concept, c'est de réunir jusqu'à 100 joueurs pour des sessions de jeu sur écran au cinéma. On connaissait la possibilité de jouer à multijoueur, genre 2 ou 4 personnes sur un écran de cinéma. Ça s'est déjà vu dans les Cinéplex Odéon. Mais là, 100 joueurs, c'est un peu particulier. Chaque joueur contrôlerait dans le projet de Sony un avatar via une manette pour arriver à créer une expérience collaborative et le projet envisage l'utilisation de la réalité augmentée pour surmonter certains défis techniques. Bien que ce soit encore un brevet, cette initiative souligne quand même l'engagement de Sony envers l'innovation dans le jeu, ouvrant même la voie à des expériences de jeu hors de la maison et avec un côté plus social à l'avenir. Cette semaine, je le disais plus tôt, Denver accueillait 3000 personnes passionnées par le podcast dans le cadre du grand rendez-vous de la podcastosphère américaine, Podcast Movement. Pour revenir sur l'événement et en savoir plus sur l'événement, on va aller rejoindre à l'instant l'animateur du podcast, le podcastologue, qui est encore à Denver. Bonjour Stéphane Berthomin. Bonjour Bruno. Hey Stéphane, donc on t'a rejoint à Denver. Tu participes au Podcast Movement depuis le début de la semaine. Ça ressemble à quoi comme événement? Ça ressemble à une cocotte minute, Bruno. Une cocotte minute dans laquelle tu aurais mis le podcasteur ou la podcasteuse débutante ou voire qui n'a même pas de podcast et Amazon, iHeart, Triton, toutes les grosses compagnies. Tu mets tout le monde ensemble, tu secoues très très fort et ça donne le Podcast Movement, ça donne quand même 3000 personnes qui se croisent sur 3 journées, 3 grosses journées, des centaines d'exposants, des centaines de conférences, de keynotes, de discussions. Il y a un aspect, on est aux États-Unis évidemment, il y a un aspect connexion qui est extrêmement important. Donc ils ont beaucoup poussé sur le meet-up, sur les rendez-vous entre particuliers et sur les rendez-vous de groupe 3-4 personnes. Ils ont créé des tables rondes de discussion. C'est assez impressionnant, je te dirais. Moi, c'est mon premier aux États-Unis. C'est assez impressionnant et ça ressemble pour moi un peu à une piqûre de super podcast. Tu sais, tu reviens et tu te dis, bon sang, le podcast va bien, il est en forme, ça marche. Voilà, c'est un peu ça que ça donne comme impression. C'est une rencontre d'industrie et c'est sûr qu'on ressort de là revigorifié, mais tu le dis, il y a vraiment différentes perceptions du podcast. Il y a le podcast artisan, presque l'artisan, puis de l'autre côté, il y a des géants du podcast. Ça doit être assez particulier, cette confrontation des idées. En fait, je vais te dire, c'est assez étonnant parce que tu pourrais penser que la mayonnaise va avoir du mal à prendre parce que les ingrédients sont trop différents les uns des autres et c'est l'effet contraire en réalité. C'est que ils ont réussi et contrairement à d'autres endroits où je suis allé où des fois tu sens qu'il y a vraiment comme 2 niveaux puis ça matche pas bien ensemble, là ils ont réussi à ce que les débutants ou les gens qui ont des podcasts qui sont des individuels qui gèrent leur propre podcast trouvent leur bonheur là-dedans, fassent de belles rencontres et qu'en même temps, les grosses compagnies qui sont là pour faire du marketing, pour faire de la visibilité, il y a Ocha, comme tu le sais aussi, l'hébergeur français qui s'est installé aux États-Unis depuis peu. Il y a tous ces gens-là
trouvent leur place et ont un réel bénéfice à être ici présents au Podcast Movement. Donc c'est vraiment un tour de force assez impressionnant, sans compter le fait que il y a 3000 personnes qui transitent ici, il y a des conférences toutes les 30 minutes, donc c'est vraiment un événement assez extraordinaire. Dans le fond, c'est l'amour ou la passion ou l'intérêt commercial du podcast qui amène tout ça, là. Oui, et je te dirais que ce qui m'a aussi frappé, c'est que les grandes marques sont extrêmement disponibles. Moi, j'ai reçu des demandes de rencontres par exemple Triton. Triton, c'est la marque, la compagnie qui fait toutes les mesures et toutes les métriques dans l'univers audio, comme tu le sais. Et j'ai fait une rencontre avec eux. Ils m'ont accordé du temps pour faire une entrevue. Ils m'ont envoyé 2 personnes, 2 VP de chez Triton. Non, mais tu vois, on accorde de l'importance à la communication. Et après cette discussion-là, on a continué à discuter. On a discuté de la compagnie que j'ai créée, Podpass, etc. Donc les gens sont extrêmement ouverts, sont extrêmement désireux de partager, et c'est pas parce que ce sont des grosses compagnies qui vont être dans un coin à part et qui vont pas justement discuter avec monsieur et madame tout le monde. Ça, j'ai trouvé que c'était franchement extraordinaire. C'est quel chapeau sur ta tête qui a eu le plus d'intérêt? Parce que tu es à la fois podcasteur, tu es producteur de podcast, et puis tu es aussi maintenant le copatron de Podpass, là, qui est une boîte qui gère de la publicité pour les podcasts. Quel Stéphane Berthomé a trouvé l'événement le plus jouissif, là? Tout ça, c'est Stéphane Berthomé au fond, et c'est Stéphane Berthomé qui a trouvé l'événement jouissif. Et tu sais, tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit je vais revenir de là avec une énergie incroyable. C'est ça un peu le truc du Podcast Movement. Mais je te dirais que j'ai retiré beaucoup de contenu pour des articles, j'ai fait des entrevues avec beaucoup de monde qui m'ont appris énormément de choses. Alors d'un point de vue, c'est pour faire des articles pour mon blog et pour le Podcast Magazine, j'ai énormément de contenu pour toi aussi. Mais de l'autre côté, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai discuté avec des gens qui ont une expertise incroyable dans des domaines que je connais moins, que ce soit la publicité avec des ads et des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, que ce soit des trucs. J'ai vu des choses extrêmement, comme on dit maintenant, disruptives, tu sais. Je cherchais justement, j'ai fait le tour de tous les stands et je t'ai gardé deux petites choses qui sont quand même assez intéressantes. Et j'ai vu beaucoup de choses qui au fond m'ont fait réfléchir sur l'avenir du podcast. Et c'est un peu ça qui va motiver mon feedback là sur tout ce qui s'est passé. Bon, là maintenant tu vas en titiller. C'est quoi ces deux choses-là? Ces deux choses il y a beaucoup. Bon, d'abord, il faut te dire que les 2 angles principaux de ce Podcast Movement, et je te surprendrai pas, c'est l'intelligence artificielle, le premier, évidemment. L'intelligence artificielle est partout et vraiment complètement intégrée à toutes les entreprises quasiment auxquelles j'ai parlé. J'ai quasiment pas vu une entreprise qui n'utilise pas l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Et de l'autre point, c'est la monétisation. Ça, c'est ici aux États-Unis, évidemment, encore plus qu'ailleurs. C'est la monétisation. J'ai été extrêmement frappé par le fait que les gens cherchent très tôt à monétiser leur podcast. Il faut dire que tu as des discussions comme ça de couloir. Tu sais, les gens se parlent dans les files d'attente, etc. Tu as des discussions de couloir avec des gens. Moi, je parlais avec un gars, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit je fais des podcasts pour les enfants. Il y avait des Fruit Loops en boucle d'oreille. C'était assez cool, assez mignon. Et je dis c'est cool, un podcast pour les enfants et tout, ça marche bien, on discute, puis à la fin je dis en fait c'est combien tes écoutes? Il me dit c'est plutôt correct, on fait 2 millions d'écoutes. Ouais, c'est le marché américain, le marché anglophone, ouais. C'est ça, on est dans une autre dimension aussi. Donc c'est vraiment ces 2 volets là, la monétisation et l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai vu de vraiment intéressant, j'ai vu 2 choses très intéressantes et qui sont très simples somme toute. L'un, c'est une compagnie qui te permet de créer de la vidéo avec le contenu de ton podcast. Alors tu vas me dire, il y a rien de nouveau là-dedans. On fait de la vidéo maintenant avec l'IA générative, etc. Sauf qu'eux n'utilisent pas l'IA générative, ils ne fonctionnent pas avec ChatGPT. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que tu rentres un prompt. La première partie est gérée par ChatGPT, mais la création propre de la vidéo, elle, est créée par leurs propres développeurs. Ils ont développé leur propre écosystème qui lui aussi est basé sur l'intelligence artificielle. L'avantage de ça, c'est que d'abord, ça respecte le droit d'auteur et c'est pas
c'est pas rien. Et deux, ça te donne justement l'autorisation d'utiliser sans aucune inquiétude toutes ces vidéos sur tous les supports sans risquer de te retrouver bloqué un jour, banni par l'un ou l'autre. Donc on est vraiment avec une solution ultra simple et le résultat des vidéos est très chouette. Ça utilise des vraies images. C'est pas, tu sais, des vidéos où on te montre des petits personnages, des petits bonhommes comme on dit au Québec là qui vont avec un petit panneau te faire une explication en 30 secondes. C'est vachement bien fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai vue qui est ultra simple et qui m'a quand même vachement impressionné, et je pense que je vais l'utiliser pour le podcastologue, c'est un gars qui a développé tout seul, ça s'appelle Podpage, et lui il a développé tout seul une solution pour te créer un site web ou une landing page pour ton podcast. Bon, tu me diras, ça aussi, c'est pas nouveau. Sauf que tu n'as qu'à rentrer le nom de ton podcast dans son site, dans son frame, dans son cadre, et tout de suite, en 20 secondes, tu as une page qui est prête avec tout ton contenu. Il a été extraire tous tes résumés d'épisodes, toutes tes descriptions d'épisodes. Il t'a mis ça en page avec tes réseaux sociaux, etc. Et ce qui est frappant par rapport à d'autres systèmes de construction de sites web qui sont assez faciles, qui sont avec l'intelligence artificielle, c'est que d'abord c'est vraiment unique, c'est unique à toi, et tu peux complètement le personnaliser. Et il y a toute une série d'options. Tu peux y rattacher tes réseaux sociaux évidemment, mais tu peux rattacher une newsletter, tu peux collecter des adresses courriels, tu peux avoir des tips, tu peux avoir des donateurs. Il y a une foule d'options pour un tarif qui est quand même très raisonnable, $9 par mois. C'est-à-dire qu'au fond, tu finis avec à peu près $100 par an avec un site web que t'as pas besoin d'héberger si tu veux, parce que lui peut te l'héberger sur Podpage, ou tu peux aller le loader sur ton hébergeur si tu veux aussi. Donc ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai trouvé que c'était la solution idéale pour des gens qui ont un podcast et qui n'ont pas envie de se casser la tête à aller fabriquer un site web qui va leur coûter cher. C'est vraiment très très intuitif, très facile. Je vous le recommande. Podpage, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ben écoute, juste Podpage, c'est effectivement, ça vaut vraiment la peine. C'est un bon système. Écoute, est-ce que tu peux nous confirmer que l'an prochain tu vas y retourner? Ah, je vais te confirmer que je vais, en tout cas, tout faire pour y retourner parce que oui, ça m'a énormément motivé. J'ai vu des choses complètement nouvelles. Ça fait du bien aussi de voir que on sait que les Américains sont leaders sur le marché, mais de le vérifier, de le sentir, c'est quelque chose. Puis je suis sûr que tout ce qu'on voit ici aux États-Unis va arriver et va être bénéfique sur le marché. J'ai parlé avec des acteurs comme iHeart ou d'autres qui sont sur on sait qu'ils s'intéressent au marché canadien, mais qu'il y a des difficultés à le faire décoller ce marché-là. Et on sent qu'il y a quand même une volonté de le faire. Surtout que quand on parle avec les gens qui font de la mesure d'audience ou qui font de la statistique ou de la monétisation, ils te disent tous que le marché continue d'exploser, il ne cesse de s'agrandir. Donc il y a vraiment aucune raison de s'inquiéter pour l'univers du podcast, bien au contraire. Et la monétisation et la publicité va être un élément clé de l'avenir de ce marché-là. Hey, dis donc, Stéphane, en terminant, je sais qu'on va pas là pour rencontrer des gens de la francophonie, mais c'est toujours surprenant de voir où on en trouve. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones au Podcast Movement? Alors, il y a quelques francophones. Il y a Kelly Barrichello, qui est une podcasteuse. Il y a Anne-Fleur Andreloc, qui est aussi une podcasteuse. Et j'ai croisé, tu sais qui est-ce que j'ai croisé le plus en francophone? Des Canadiens. J'ai croisé des gens de Montréal, plusieurs personnes de Montréal. D'ailleurs, une des VP de Triton est basée à Montréal. Et j'ai croisé un gars qui a une petite compagnie qui fait de la retranscription, qui est basée à Montréal. J'ai parlé comme ça. Il y a une compagnie aussi, la compagnie qui organise les meet-up, parce que il y a vraiment un système de rendez-vous qui est ultra bien fait. C'est appuyé sur une application dédiée. Et quand j'ai été à mon premier rendez-vous, je discute avec la personne. C'est le système du brain date. Ils appellent ça brain date. Et elle commence à me parler en français parce qu'elle avait entendu mon accent. Et eux, ils sont basés à Montréal aussi. Donc oui, il y a des francophones. Puis c'est sympa, mais en même temps. On est quand même dans un univers où, et c'est fou, hein, t'as des gens qui viennent des quatre coins des États-Unis. Donc, on est vraiment à la croisée de tout l'univers du podcast. Je pense sincèrement que le Podcast Movement, c'est vraiment pour devenir
le plus important rendez-vous des podcasteurs dans le monde. Ça me paraît clair. Ouais, puis déjà, c'est pas mal ça, là, en tout cas, au niveau des praticiens, pas au niveau commercial, parce que il y a l'événement qui se tient à Londres qui est important, mais effectivement, le Podcast Movement, c'est réunir 3000 personnes comme ça, de différentes sphères du domaine du podcast, c'est pas négligeable. Et arriver à les faire fonctionner de façon à ce que tout le monde soit content. Je peux te garantir que tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit c'est formidable, j'ai adoré mon expérience, je veux revenir. Il y a vraiment un engouement qui est assez incroyable. Stéphane Berthomet, monsieur podcast, co-créateur de Podpass, l'agence de publicité. GoScript, il en est le grand patron et puis il est l'animateur, producteur de Podcastologue. Stéphane Berthomet, merci d'avoir pris de ton temps de Denver pour nous parler. Puis je te souhaite un bon retour. Puis à très bientôt sur le Podcastologue. Bien sûr, Bruno, on va se retrouver très bientôt. Merci à toi d'avoir pris du temps pour ça et on en reparlera, on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Salut, bye. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec quelqu'un que je trouve vraiment très inspirant. C'est un auteur, mais c'est aussi le créateur de Building 21, une communauté d'explorateurs à l'Université McGill qui cherche à penser vraiment au-delà de l'établi et du confortable, vraiment out of the box, comme disait Shakespeare. Quand on parle d'innovation dans le monde de la pédagogie, son approche de l'éducation et de l'enseignement avec Building 21, c'est vraiment intéressant. Sans plus tarder, on va rejoindre mon invité, Olivier Diens. Bonjour. Bonjour Bruno, ça fait plaisir. Non, mais même bonjour beaucoup, moi je le prends. Hein. On n'a jamais assez de bonjour dans une journée. Olivier, si je vous demandais de me présenter, qu'est-ce que c'est Building 21? OK, donc le nom en passant, on l'a choisi aussi parce qu'il est bilingue, donc on peut très bien dire Building 21 ou Building 21 comme on veut. C'est un lieu qui ne tente pas de remplacer le système d'éducation, mais de l'enrichir. Parce que le système d'éducation, comme vous savez, Bruno, on le critique souvent, on aime bien le critiquer, mais la corrélation entre le nombre d'années qu'on passe dans un système d'éducation et toutes les variables qui déterminent la qualité de vie, la santé, le bien-être, le taux de divorce, etc., toutes ces variables montrent que plus on passe d'années dans le système d'éducation et meilleure la vie, en fait, semble être. Bon, évidemment, on pourrait longtemps parler de corrélation cause et effet, mais la corrélation est quand même très, très forte. Donc, c'est pas comme si le système d'éducation, en particulier au Québec, qui est un très bon système d'éducation malgré ce qu'on dit, c'est pas qu'il est cassé du tout, mais il y a quelques années, je me suis posé la question, est-il assez riche, assez créatif, assez inventif? Stimule-t-il assez les étudiants pour répondre aux grands défis du monde contemporain? Donc, l'idée de Building 21, c'est d'ajouter à l'expérience pédagogique et éducative des étudiants en leur offrant quelque chose qu'une expérience pédagogique et intellectuelle que l'université n'est pas capable ou ne peut pas, pour toutes sortes de bonnes raisons, je ne critique pas, leur offrir. Donc, ce qu'on fait à Building 21, c'est un petit peu ce que l'université ne leur permet pas de faire. De l'exploration sans pression, etc., etc. On en parlera, j'imagine, un petit peu plus. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'ajouter une expérience pédagogique pour la rendre la plus riche, intéressante et créative possible, pour ultimement permettre aux jeunes qui fréquentent McGill, de développer les outils nécessaires pour répondre aux grands défis actuels et les défis qui seront encore plus grands demain et après-demain. Donc, c'est un lieu d'innovation de la pédagogie, de l'éducation, qui va amener les gens à innover pour leur domaine, dans différents domaines? Écoutez, l'innovation pédagogique, elle n'est pas très compliquée à Building 21 parce que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on enlève nombre de barrières qui mettent un peu des bâtons dans les roues dans la créativité, dans l'exploration poussée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les barrières. Et l'idée, vraiment, c'est un lieu d'innovation, mais un lieu d'innovation plus idéologique, pas dans le sens politique, là, ici, mais dans le sens de l'idée, l'innovation d'idées. Donc, on pousse nos étudiants à penser de façon vraiment différente, d'utiliser le plus de perspectives possibles pour arriver à de nouvelles idées. Maintenant, on n'est pas un Fab Lab, on n'est pas un incubateur, c'est-à-dire que le but, c'est pas de créer une entreprise. Le but non plus, c'est un lieu simple. Nous n'avons pas d'équipement comme le font, par exemple, les ingénieurs. Et c'est vraiment un lieu d'innovation au niveau des idées.
Et dernièrement, je me posais la question, justement, je me disais, le mot innovation a été un petit peu kidnappé par tout ce qui est génie, en fait. Hein? Donc, innovation, on a souvent l'impression il faut des objets. Quand on fait de l'innovation, on produit des objets ou des applications, des logiciels. Et on a oublié, je pense, qu'il y a aussi l'innovation dans l'idée, dans la perspective, dans la façon de penser, dans les nouvelles représentations, presque ultimement, mais c'est un peu prétentieux, dans les nouveaux paradigmes. Quand vous parlez de barrières, vous avez quoi en tête au tout début de votre réponse? Ouais, je vais vous donner la plus importante, c'est qu'à Building 21, on ne donne ni notes ni crédit. Donc, les étudiants qui viennent à Building 21 n'ont pas cette pression. Et je dis pas que la pression est mauvaise non plus, mais rappelez-vous, comme je vous disais au début, l'idée, c'est de faire différemment de ce que fait le système régulier. Donc, le système régulier fait deux choses très, très bien. Donc, il pousse aux résultats. Donc, on est beaucoup focalisé dans les résultats dans le milieu de l'éducation. Et ces résultats-là sont hiérarchisés ou notés ou évalués par l'entremise de notes. Donc, nous, on a dit, on va enlever les notes et on va enlever les crédits, ce qui permet aux étudiants de faire une exploration absolument absolue, ce qui nous donne à nous, et à moi et à ma co-directrice Anita Parmar, ce qui nous donne aussi toute la liberté voulue, puisque évidemment, il y a beaucoup moins de pression à ce moment-là, et des comités de programme, des facultés, des gouvernements, etc. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on dit aux étudiants, vous savez, puisque l'université insiste énormément à bon escient sur les résultats, nous, on va insister sur le processus. Donc, que vous ayez des résultats ou non, c'est pas tellement ce qui nous importe, c'est beaucoup plus le processus. Évidemment, comme ce sont des étudiants universitaires, de très bons étudiants universitaires, ils vont finir par avoir des résultats. On enlève cette pression-là, ce qui leur donne à eux et à nous une liberté beaucoup plus grande pour explorer. Ce qui est difficile pour les profs, pour les étudiants et surtout aussi pour les étudiants de deuxième et troisième cycle. Donc, une des façons dont on essaie d'attirer nos étudiants de deuxième et troisième cycle à Building 21, on leur dit la recherche très, très, très risquée que vous avez envie de faire et que vous ne pouvez pas faire au deuxième et troisième cycle parce que l'enjeu est trop grand. Vous pouvez faire une recherche très risquée, mais peut-être que vous n'allez pas avoir les données dont vous avez besoin, peut-être que la recherche ne donnera rien et là, vous allez avoir gaspillé 2, 3, 4, 5, 6 ans d'études. C'est pour ça que l'université, les professeurs, les étudiants en deuxième, troisième cycle essaient d'aller vers des choses un peu plus habituelles. Non, vous dites, vous savez, cette recherche risquée, vous pouvez la faire chez nous sans mettre votre diplôme en danger. C'est comme une oasis qu'on vous donne et ensuite vous pouvez retourner dans le système, disons, plus normal et voir si la chose que vous avez vraiment, vers laquelle vous avez vraiment poussé, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle va donner des fruits ou non? Sans risquer le diplôme, en fait. Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que l'étudiant amène sous son bras sa théorie, sa thèse, son sujet, ou est-ce que ça se fait à l'inverse et c'est vous qui, de temps à autre, selon la session, amenez des thématiques et espérez avoir des étudiants qui s'intéressent à ce sujet-là? Comment ça fonctionne? Très, très, très généralement, l'immense majorité du temps, on laisse les étudiants venir avec leurs idées. Alors, de temps en temps, on propose des thématiques, mais c'est plutôt rare. Parce que l'idée, encore une fois, c'est-à-dire que quand on fait un appel à contribution, on dit aux étudiants, venez à Building 21 et venez avec l'idée qui brûle, la passion qui brûle à l'intérieur de vous, la chose qui brûle depuis longtemps que vous avez envie d'exprimer et qui peut-être n'est pas tout à fait dans ce que vous étudiez. Donc, je vous donne un exemple. On avait deux étudiants, un en doctorat, ils travaillaient ensemble, un qui faisait le doctorat en chimie, l'autre qui faisait le doctorat en physique, mais ce qui les intéressait, c'est toute la question de la conscience. Alors, c'était une passion pour eux, mais c'est pas tout à fait ce qu'on sait dans leur laboratoire, évidemment. Alors, c'est ça qu'on dit aux étudiants. Venez avec ce qui vous brûle à l'intérieur et quand on les interviewe, parce que parfois, il faut les sélectionner, Building 21 est ouvert à tous les étudiants, mais parfois, on a de l'argent. Donc, quand on a de l'argent, ceux qui en ont, évidemment, il faut les sélectionner. On leur pose la question ultime, c'est que cherchez-vous? En anglais, what do you seek? Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que cette passion qui les anime. Puis une fois qu'ils arrivent avec cette passion, on n'a pas besoin de les motiver. Non. Ils sont là, puis ils veulent avoir une réponse à la question. Donc, ça devient un environnement intellectuel presque idéalisé. Parce que on a enlevé les pressions, etc. On dit, OK, allez travailler sur les choses qui vous passionnent et nous, on va vous donner les structures d'apprentissage, on va vous donner l'esprit critique, on va dire, tu lu ça, tu pensais à ça, faut pas oublier ces choses-là. Donc, très créatif, mais on est en même temps très rigoureux parce que c'est quand même un milieu universitaire. Mais ça doit quand même, je pense à vous là-dedans dans le processus et votre collègue, il y a quand même un grand challenge intellectuel de piloter avec des étudiants des recherches comme ça, sachant que ça peut aller de tous les côtés.
Ouais, ça a l'air de ça à l'extérieur, mais moi, en fait, j'ai jamais eu autant de plaisir au niveau de ma carrière de professeur. Et je pense que pour Anita, c'est pareil. Bon, évidemment, on attire. Avant de vous dire, parce que je pense que peut-être que vous le savent pas, ce qu'on fait en fait, c'est que Building 21 est ouvert à tous les étudiants de McGill. Et ce qui est très très important pour nous, donc les quatre principes, donc pas de notes ou de crédit, focalisation sur le processus, mais les deux autres grands principes qui sont absolument importants pour nous, c'est qu'on veut des étudiants de tous les départements, si possible, c'est jamais le cas là, mais de plus de départements et de facultés possibles. Donc, on est diversifié à l'horizontale, mais aussi on est diversifié à la verticale, c'est-à-dire qu'on veut des étudiants ensemble du baccalauréat au postdoc. Donc, vraiment, ici, on a une espèce d'effervescence de tous les niveaux, etc. Donc, pour revenir à votre question, l'espèce de défi qu'on a au niveau intellectuel d'avoir des étudiants en chimie, en physique, en littérature, en management, en éducation, c'est que eux-mêmes, entre eux, ils s'entraident énormément. Donc, parfois, on est capable de répondre aux questions. Parfois, c'est un étudiant qui est en neurologie qui dit non, les dernières recherches disent ceci, il faut faire attention. Cela étant, évidemment, on attire des gens qui sont déjà comme ça. Donc, moi-même et ma co-directrice, on est très multidisciplinaires, donc beaucoup de choses nous intéressent. Les étudiants qu'on attire le sont aussi. Donc, on crée une communauté de gens qui sont relativement, généralement, semblables dans leur approche. Donc, on arrive à s'entraider beaucoup. Et quand on manque un petit peu de ressources, on a beaucoup de collègues à McGill, de professeurs, hommes et femmes, qui sont un petit peu nos alliés. Puis on les rejoint, on dit on a besoin de quelqu'un pour nous parler ici, par exemple, de choses, puisque c'est très important à McGill, tout ce qui est cerveau, de choses très spécifiques en neurologie, par exemple. Alors ça veut dire que ça donne l'occasion d'avoir des discussions plutôt intéressantes quand vous amenez autour d'une table des gens qui viennent d'horizons aussi différents. C'est absolument fascinant, Bruno, parce que il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a peu de, excusez-moi le terme anglais, il y a peu de posturing, parce que on est entouré dans une salle de plein de gens qui sont plus compétents que nous dans plein d'autres sujets. Et qui sont passionnés. Qui sont passionnés et qui sont compétents. Donc, c'est très difficile d'essayer de faire un petit peu moi, je suis meilleur que vous, etc., un peu de prétention. Ça, c'est très difficile. Mais comme vous dites, les sujets sont absolument passionnants et justement en réponse à ces discussions avec tous ces gens passionnants, on a une série donc les étudiants font leurs projets, mais nous on anime des séries de discussions, etc. avec les étudiants et à chaque fois les sujets ressemblent à ça justement. Donc pour vous donner une idée, la première discussion qu'on a eue à Building 21 il y a 6 ans, la thématique c'était la symétrie. Alors, évidemment, on peut parler de symétrie en chimie, en physique, en littérature, en biologie, puis on a commencé à en parler. Aujourd'hui, on a des séries de discussions, une dont je suis très fier. En fait, le titre de la série de discussions, c'est une étudiante, Viola Routière, qui l'a trouvé. J'ai adoré ça. On me dit, OK, on a toutes sortes de ces idées, on va avoir des discussions sur telle thématique. J'ai dit, Viola, comment on devrait appeler ça? Puis elle m'a dit, la série de discussions, I'm not sure. Alors, j'ai adoré. Donc, c'est une discussion, I'm not sure. Wow. Et on pose des questions comme, par exemple, ça peut aller est-ce qu'il y a une limite à la connaissance? Est-ce des choses qu'on ne devrait jamais étudier? Qu'est-ce que le sublime? Qu'est-ce qu'un trou noir? Donc, on touche à tous ces sujets qui nous passionnent. Et on plonge dans ces sujets. Le sublime, par exemple, on a eu plusieurs étudiants qui ont travaillé là-dessus cette année, dont une étudiante dans mon département en littérature qui s'est associée avec un copain à elle qui était en doctorat en mathématiques. Ils ont essayé de trouver une formule mathématique pour le sublime. On a eu des discussions sans fin là-dessus, wow. Particulièrement fascinantes. Et voilà, ça c'est grosso modo l'écosystème de Building 21. Je suis curieux de savoir parce que c'est dans l'air du temps quand on parle de notre univers, notre société. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vient dans vos discussions? Tout le temps. Tout le temps. Et vous savez, c'est très drôle parce que l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est quand ChatGPT a éclos, a explosé sur le devant de la scène fin décembre, si je ne me rappelle pas, autour de décembre-janvier, là. Radio-Canada est venu à McGill et demandé à nos collègues en quoi est-ce que ça va changer l'éducation, et mes collègues m'ont dit parlez à Olivier parce qu'il s'y connaît dans ces choses-là. Donc ils sont venus et finalement j'ai invité mes étudiants de Building 21 à leur parler et il n'y avait pas de peur chez eux autant que beaucoup plus de curiosité parce que justement comme on touche à tous ces sujets à la fois, on est capable de dire, il y a ça. Et comme j'ai des étudiants qui sont, par exemple, très forts en informatique, ils vont dire, non, c'est pas tout à fait ça. Okay? C'est plutôt ça. Faut pas s'inquiéter. Les systèmes sont comme ça. Mais évidemment, ça fascine les étudiants parce que, évidemment, il y a aussi beaucoup d'étudiants de McGill qui sont en tout ce qui est neurosciences, parce que McGill, c'est un des fers de lance de McGill.
Et comme les neurosciences sont par définition multidisciplinaires, j'ai souvent des étudiants de neurosciences. Et par définition aussi, ils sont obligés de toucher à tout, donc beaucoup d'informatique aujourd'hui. Donc on a très peu d'angoisse. On avait même tenté à un moment donné, Bruno, mais ça c'était à l'époque de GPT-2 avant l'éclosion, là. Ouais, en fait, 3 étaient sortis, mais 2 étaient disponibles, mais pas 3 pour le commun des mortels. Et ChatGPT n'était pas sorti encore. Et j'avais dit à un de mes étudiants, j'ai dit, Darius, est-ce qu'on est capable de faire cette intelligence artificielle avec tout ce qu'on a ramassé d'entrevues, de discussions, tout ce qu'on a tout ce qu'on a d'enregistré, que ce soit en texte et en vidéo? Parce que il m'a dit, ouais, donc on a essayé. Puis l'idée vraiment, c'était d'avoir une intelligence artificielle qui parle comme nous, qui réfléchit comme nous. Parce que notre défi, c'est toujours un peu d'enregistrer ce qu'on a fait, de garder une trace de ça. On va la faire différemment, on va laisser l'intelligence artificielle en garder une trace. Bon, comme c'était GPT-2, ça a été plus des hallucinations qu'autre chose. Mais c'était intéressant parce que de temps en temps, on avait une phrase, ça c'est le genre de truc. Donc, on tente ces choses-là parce que ça nous intéresse tous. Mais aujourd'hui, ça serait possible. Ouais, je sais, il faudrait qu'on s'y remette. Oui, je sais que ça serait possible. J'y ai beaucoup pensé. Et puis l'idée, en fait, c'est ça. Donc, quand les gens nous demandent quelle trace gardez-vous, donc si on parle. C'était ma prochaine question. Voilà, c'était quand on pense au Bauhaus, par exemple, qui a gardé des écrits, des choses, des manifestes. Bon, alors c'est une question Anita et moi, qui nous travaille beaucoup. L'idée, c'est toujours pour nous de faire les choses différemment. Donc, je dis aux étudiants, ça ne sert à rien de faire des articles universitaires parce que quand vous le faites bien dans le programme traditionnel, ça sert à rien qu'on le reproduise ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Donc, là-dessus, on travaille. Donc, l'idée, justement, d'intelligence artificielle, d'un GPT-4, en fait, là, c'était justement de faire ça. Est-ce qu'on peut représenter nos traces, mais d'une façon différente? On n'a pas encore trouvé la solution à ce grand défi, mais on travaille là-dessus. Donc, on fait un peu comme vous, on fait des podcasts, on fait toutes sortes de choses. Mais c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut. Je pense qu'il nous manque encore l'ingrédient secret ici. Est-ce que c'est drôle parce que je vais faire un parallèle avec un livre que vous aviez écrit en 2019, en tout cas moi que j'ai lu avant la pandémie, La terreur et le sublime. Et dans ce livre-là, moi, j'avais découvert un mot, l'algoratie. Oui. Puis en vous écoutant parler, le mot me revenait en tête. Ouais, c'est un peu la gouvernance, le monde dominé un petit peu par l'algorithme. Et vous savez, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça aussi, c'est une question dont on parle beaucoup à Building 21 et souvent un petit peu en fait par la bande. C'est-à-dire cette domination, ce paradigme algorithmique, appelons-le comme ça, c'est un peu un paradigme algorithmique. Par exemple, quand les étudiants, par exemple, cette année, ont travaillé sur l'ego, donc le moi. Il y avait tout à fait toutes sortes de questions sur la représentation à ce moment-là. Puis quand on tombe sur des questions de représentation avec des jeunes de 18 à 30 ans, évidemment, on va tomber sur des questions, surtout avec des jeunes femmes, des questions de représentation du corps, Instagram, etc. Et là, il y a toute une question à savoir qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on désire voir ou être, et qu'est-ce que l'algorithme nous impose comme représentation. Donc ça, c'est le genre de questions qui nous intéressent beaucoup. Et vous savez, par rapport à cette domination de l'algorithme, ce qu'on a vu à Building 21, parce qu'on a une professeure de biologie, en fait, qui fait une étude pédagogique sur des écosystèmes à la Building 21, puis elle se sert de nous un petit peu pour savoir si les étudiants apprennent mieux dans ces écosystèmes. Une chose dont elle s'est aperçue, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, puisque McGill, évidemment, est très focalisé sur les STEM, là, donc sciences, technologie, médecine. On a beaucoup d'étudiants qui nous viennent des STEM, puis elle s'est aperçue en fait que au fur et à mesure que ça avance, nous on l'avait jamais remarqué si précisément, mais ce sont des questions beaucoup plus dans les humanités qui les intéressent. Hein. Donc l'éthique, la philosophie, la représentation, même s'ils viennent des choses plus techniques, hein, la question de l'humain et de sa place dans cet écosystème technologique les fascine. Puis en fait, vous le savez Bruno, puisque vous êtes un des grands experts à voir tous ces domaines-là. Au cœur de toutes ces questions d'intelligence artificielle, de neurotechnologie, etc., c'est vraiment la question de notre place dans ce monde-là. Et que veut dire être humain quand ces technologies sont capables de faire des choses que nous pensions être absolument exclusives à l'être humain. Et pendant qu'on est dans ce type de réflexion-là, le prof, l'intellectuel, l'écrivain en vous, qu'est-ce qui retient de cette expérience-là? Pour moi, et je m'excuse à l'avance pour vos auditeurs et auditrices, ça va paraître un peu prétentieux, mais pour moi, c'est un peu l'idée romantique qu'on se fait de l'université, que j'ai toujours cherché à avoir et à reconnaître. Puis je pense qu'on va tous un peu à l'université, professeurs ou
ou professeurs ou étudiants, parce qu'on veut trouver cette espèce de ce modèle parfait où on est là pour discuter d'idées. Donc moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé un petit peu, vous savez, c'est un peu je cherchais ça, mais je l'ai retrouvé là. C'est un petit peu le fantasme Dead Poets Society. Hein? Ouais. C'est à ça que ça ressemble. ressemble. Ouais, c'est à ça qu'on a réussi c'est ça qu'on a réussi à créer. Et ben moi, j'ai des réponses à des idées qui me fascinent et des choses qui m'obsèdent, comme le sublime en littérature. Hein? Qu'est-ce que c'est, puisqu'il existe, puisqu'on le voit souvent, on en parle souvent dans les arts, mais qu'est-ce que ça veut dire quand je vois un paysage qui m'émeut? Et puis une des questions qu'ont posées les étudiantes et les étudiants, c'est est-ce qu'il existe simplement à l'intérieur ou est-ce qu'il existe à l'extérieur? Est-ce que le sublime est là ou est-ce que c'est une relation qu'on a? Quelle différence entre communication et communion? Donc, ce sont des questions fondamentales pour l'art et la littérature. Et moi, ça me touche beaucoup. Et ça me permet d'explorer des choses que j'ai toujours voulu explorer depuis le début de mon doctorat, par exemple. Quelle est la relation entre les nouveaux médias et la littérature et en comment les nouveaux médias transforment profondément la littérature? Et j'ai pas encore trouvé de réponse fine à ces questions-là. Est-ce que vous pensez que votre cohorte de cette année va vous aider à travailler ça? Ben, ils m'aident toujours parce que moi-même, j'impose mes idées, mais il y a des idées qui m'intéressent et j'en parle avec eux. Donc, un des projets de discussion, un des groupes de discussion que j'ai formé à Building 21, j'ai appelé ça Radical Futures au pluriel, parce que, comme vous le savez dans mes livres, l'avenir m'intéresse beaucoup. Ouais. Et je voulais en parler avec eux, je voulais voir qu'est-ce qu'ils en pensaient et je leur disais, pas juste négativement. C'est pas juste l'apocalypse environnementale. Il faut penser à d'autres choses. Il faut le voir différemment. Parce que vous savez, Bruno, une des choses qui est importante pour Anita Parmar et moi, c'est que il y a un sentiment profond de mélancolie, tristesse et même parfois d'abandon chez les jeunes générations à cause de l'imminence l'imminente catastrophe environnementale qui semble être à nos pas. Et on se dit qu'il est important de donner à ces jeunes générations une agentivité, c'est-à-dire le pouvoir de faire des choses, de contrôler les choses et de transformer le monde. Puisqu'on leur dit souvent, ça fait partie de notre mission à Building 21, on leur dit souvent, vous savez, l'avenir nous semble inéluctable, on a l'impression que c'est une vague qui va nous atteindre, mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas encore. Hein. Il n'est pas là. Et en fait, tous les gestes que vous posez maintenant vont avoir un impact sur ce monde et vous pouvez le former, ce monde. Donc, c'est un peu l'idée aussi de leur dire, OK, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de vous? Mettez-le dans le monde et essayez de voir si vous pouvez justement sculpter ce monde à vos valeurs, à votre éthique, etc. La session commence. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains mois? Vous savez, d'une façon vraiment très banale et on dirait pedestrian en anglais, j'ai jamais trouvé vraiment le terme équivalent en français. Disons une sécurité financière. Encore une fois, l'université, c'est pas parce que l'université ne nous aime pas, je pense que l'université nous aime énormément. On a énormément de soutien du provost, des doyens, de collègues. C'est juste qu'on est un petit peu en dehors des structures financières, de financement habituelles qui sont basées sur le nombre de crédits, en fait. Essentiellement, là, les ETP, les équivalents temps plein, c'est le nombre de crédits. L'université se finance par rapport à ça. Et nous, on tombe en dehors. Donc, il faut trouver des moyens de nous financer. On n'est pas très cher, en fait, mais on est quand même, ça coûte un peu d'argent. Il faut quand même un petit peu nous financer. C'est un petit peu ça qu'il nous faudrait, c'est une espèce de petite sécurité financière. Elle n'est pas besoin qu'elle soit immense, juste pour nous permettre d'aller de l'avant et avec nos projets. Par exemple, j'ai un projet, et encore, c'est vraiment embryonnaire, mais j'aimerais travailler avec, je ne sais pas si vous connaissez, Bruno, le Knowledge Lab à l'Université de Chicago, qui fait des choses fascinantes. Oui. J'aimerais travailler avec le Knowledge Lab et travailler aussi avec l'Institut Santa Fe pour avoir une espèce de programme Building 21 à travers les 3 institutions. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est vraiment important, l'espèce le cheval de bataille de Building 21, c'est les bourses Blue. Et Blue, c'est l'acronyme pour Beautiful, Limitless, Unconstrained Exploration. Donc, on donne aux étudiants, on leur donne des bourses pour ça. Et j'aimerais étendre, pas Building 21, mais j'aimerais étendre la possibilité d'avoir des perspectives d'autres pays, d'autres universités, d'autres endroits, parce que Santa Fe, évidemment, c'est de la complexité. J'aimerais aussi j'aimerais qu'il y ait d'autres Building 21 à travers le Québec, mais on va absolument pas créer un empire, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment d'aider les gens s'ils veulent en créer un à Chicoutimi, à Rimouski, à Matane, en créant, leur dire OK, voici ce qui a marché pour nous, puis on peut vous soutenir, puis aller de l'avant avec ces choses-là, parce qu'on y croit beaucoup.
Mais ça nous prend juste un petit peu de stabilité au niveau de notre avenir. Mais bon, écoutez, c'est le cas pour tout le monde. Dans le milieu financier, évidemment, dans le milieu universitaire, les universités ont de l'argent, mais ils doivent quand même négocier avec les gouvernements chaque année. Les bourses montent, descendent, le nombre d'étudiants monte, descend. Quand le chômage est bas, moins d'étudiants à l'université. Quand le chômage est élevé, plus d'étudiants. On a tous un petit peu ces défis, donc c'est pas monstrueux, c'est juste nos petits défis à nous. Mais on peut juste se le souhaiter pour le bien de la société que ça existe à plus d'endroits que seulement à McGill au Québec, ce type de lieu où différents domaines se rencontrent pour réfléchir et penser à des questions qu'on se pose. Ben écoutez, si vos auditeurs auditrices veulent nous rejoindre, qu'ils le fassent, ça nous fera plaisir encore une fois de leur dire ce qui a fonctionné pour nous, comment le faire, comment le créer. C'est très simple, c'est pas très cher. On a peu d'employés, très peu en fait. On est 1,5 à peu près. On roule sur très peu et la passion parce que les jeunes adorent ça. Ben il n'y a pas besoin de beaucoup plus. J'exagère un peu là, mais il n'y a pas besoin d'énormément plus que cette passion-là pour faire rouler les idées en fait. Ben écoutez, les gens qui veulent vous rejoindre, je les invite à aller sur la page descriptive de l'épisode sur moncarnet.com. Il y aura un lien vers le site de Building 21. Olivier Diance, vous êtes fondateur de Building 21, mais aussi directeur du département des littératures de langue française à l'Université McGill. J'allais dire notamment parce qu'on peut aussi vous lire. Vous avez plusieurs livres. Vous êtes un excellent conférencier. Je vous ai vu récemment. Alors, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, longue vie à Building 21. Merci beaucoup, Bruno, et je vais continuer à écouter votre émission que j'apprécie énormément. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette année, la Fondation littéraire Fleur de Lys a célébré son 20e anniversaire d'éditeur de livres en ligne au Québec. Depuis sa création, en 2003, la Fondation a publié près de 2500 titres d'environ 1000 auteurs couvrant divers genres littéraires. Je voulais souligner cet accomplissement qui est vraiment digne de mention et qui fait d'ailleurs que la Fondation littéraire Fleur de Lys, quelque part, c'est un des pionniers de l'édition en ligne dans le monde francophone. On va rejoindre à Lévis son fondateur et l'éditeur. Bonjour, Serge André Guay. Bonjour. Monsieur Guay, comment est née, il y a 20 ans, l'idée de créer une fondation qui allait éditer et publier des livres sur Internet? Il n'y en avait pas au Québec d'éditeurs de livres en ligne. Il y en avait en France, il y en avait un peu partout dans d'autres pays européens sous l'égide du Conseil de l'Europe. Il y en avait près de 300 déjà au début des années 2000 aux États-Unis. Et moi, j'avais 3 manuscrits à faire éditer. J'ai signé un contrat avec un éditeur traditionnel. Ça faisait plus ou moins mon affaire. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir sur Internet? Alors, je suis allé voir, j'ai vu qu'est-ce qui se passait. Je me suis dit, pour un projet personnel, c'est une assez grosse infrastructure. J'ai décidé de l'ouvrir à tous. On a fait une étude de marché et c'est cette étude de marché-là qui apparaissait sur notre site Internet au départ. Les auteurs devaient voter ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient que ce soit privé, coopératif, est-ce qu'ils voulaient que ce soit une fondation, bon, tous les petits détails, quelle politique éditoriale ils voulaient, bon. Et effectivement, on a eu une réponse très rapide. En 8 mois, on a eu 350 auteurs intéressés. Puis on s'est dit, effectivement, on devrait lancer ça. Et quand on a lancé, en juin 2023, l'étude de marché, déjà en septembre 2023, les premiers auteurs nous poussaient pour qu'on édite les premiers livres. Donc, il y avait vraiment une demande là, qui était là. Mais là, quand je pense à ça, là, c'est 20 ans, c'est plus de 2500 livres qui sont passés virtuellement, mais passés entre vos mains. Ça ressemble à quoi un peu l'évolution? Parce que entre ce que vous avez fait au début et ce que vous faites maintenant, il y a eu pas mal de changements, là. Ah oui, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, quand on était très accessible financièrement au début, et au fur et à mesure qu'on s'est développé,
Vous savez, quand on est parti en retard, hein, on est parti après les autres éditeurs en ligne dans d'autres pays, puis à ce moment-là, on a vu qu'il y avait des plaintes, des insatisfactions des auteurs et des écrivains qu'on a voulu nous corriger dans notre contrat d'édition. Normalement, pour être édité, il faut céder ses droits d'auteur à l'éditeur. Alors, nous, on a corrigé cet irritant-là pour les auteurs qui pouvaient garder leurs droits d'auteur, demeurer titulaires, nous accorder une licence de 2 ans et ils pouvaient, en même temps qu'ils étaient chez nous, ils pouvaient continuer leur recherche d'un éditeur traditionnel. Et s'ils trouvaient un éditeur traditionnel, ils pouvaient mettre fin à leur contrat avec nous en tout temps. Alors, ça corrigeait beaucoup d'irritants. Et on s'est ramassé en 2005 avec 50% d'auteurs qui venaient de la France et de l'Afrique du Nord et 50% d'auteurs qui venaient du Québec. On avait un bureau en France, des comptes en euros. On était obligé de gérer ça à distance. Là, c'était l'inverse. Nous, on voulait pas les Québécois aller se faire éditer l'autre côté de l'Atlantique, mais là, on se retrouvait à gérer des gens qui venaient de la France. Alors, on a pris un petit virage québécois là pour dire aux Français, vous en avez déjà 30 choix différents chez vous. Essayez de faire affaire avec les gens de chez vous. On s'est concentré sur les gens du Québec et du Canada français. Quand vous regardez ça, là, ça a été quoi, selon vous, votre principal défi à travers toutes ces années-là? L'autofinancement. On n'a pas eu aucune subvention, contrairement à certains en Europe. Qui sont toujours là d'ailleurs. Ici, la loi du livre ne permet pas au gouvernement du Québec de subventionner un éditeur de livres en ligne. Ça va uniquement pour l'édition traditionnelle. Et le milieu du livre québécois, le milieu du livre traditionnel, tient mordicus à cette loi du livre. Il n'y a pas moyen de faire changer cette loi-là. Ils ont même refusé tout récemment de changer la loi du livre pour intégrer le livre numérique. Alors, on est un peu sur la traque d'à côté, comme on dit là. On est à côté. Alors, nous, notre défi, c'était ça, l'autofinancement. Et puis, on y est arrivé en l'espace de 2 ans. On a toujours maintenu le cap avec notre modèle d'affaires, le modèle d'affaires original qui avait été pensé en Europe. Quand je regarde les auteurs qui composent votre catalogue, on retrouve vraiment de tout. Hein. Il y a des gens qu'on a appris à connaître avec le temps parce qu'ils ont publié plusieurs titres chez vous, mais il y a aussi des écrivains amateurs qui ont finalement trouvé un éditeur en passant par vous. Comment vous avez essayé de gérer ça, l'idée de donner des premières chances à des gens, puis aussi d'avoir des noms qui devenaient des noms maison là, de votre catalogue? Oui, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on disait au début des éditeurs en ligne que nous allions devenir des industries, des industries du livre, que nous allions publier tout ce que nous allions recevoir. Or, il y en a qui fonctionnaient comme ça, mais nous, on a toujours eu un comité de lecture. Alors, on choisit, on a des critères éditoriaux, on choisit nos manuscrits, on ne publie pas tout. On peut faire des exceptions, mais il y en a eu peut-être juste 3 là, depuis les 20 dernières années. Effectivement, au début, on pensait que ce seraient les jeunes écrivains qui ont de la misère à trouver un éditeur qui viendrait chez nous, mais ça n'a pas été le cas. Ce sont les retraités qui, après leur carrière, se sont mis à l'écriture, soit à une écriture de fiction ou une écriture de non-fiction. On a publié beaucoup plus d'essais que je l'imaginais au départ. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait pas surpris, mais il y avait quelque chose que je trouvais intelligent chez vous, c'est que rapidement, vous avez compris qu'il y avait un intérêt pour l'impression à la demande. Ça a été un élément clé, ça, dans votre service. Oui, un élément clé et on n'avait pas le choix. Dès que l'impression à la demande est arrivée à la fin des années 90, début des années 2000, entre les mains de Xerox, qui avait sorti sa fameuse machine d'impression à la demande qui valait $1 million à l'époque. Quelques années plus tard, en est sorti une qui valait $50 000, qui était une réplique miniature de l'appareil de Xerox. Mais ici, au Québec, on avait déjà des équipements, mais qui n'étaient pas reliés. C'est-à-dire que les gens
la principale difficulté qu'on avait, c'était pas l'impression, c'était pas la couverture, c'était pas le trimage, comme on dit, là, et c'était la reliure. Alors, les gens voulaient pas démarrer leurs gros appareils de thermo-reliure pour un exemplaire. Alors, on les a convaincus qu'on avait assez d'exemplaires pour que ça roule, puis qu'on pouvait leur donner un délai de 10 jours pour accumuler les commandes. Et ça a fonctionné. Pendant très longtemps, presque 10, 12 ans, on a eu le même imprimeur. Aujourd'hui, on est avec le même imprimeur, mais il a été acheté par un autre imprimeur qui lui aussi soutient l'impression à la demande. Mais au Québec, comme tel, l'appareil d'impression à la demande est intégré, opérable par une seule personne. On ne l'a pas. Quand vous regardez les 20 dernières années, vous faites office de pionnier dans le domaine de l'édition en ligne, mais vous le disiez tout à l'heure, vous vous êtes battu pour l'autofinancement. Le gouvernement vous l'a pas joué facile. L'industrie semble pas avoir été vraiment facile envers vous et accueillante. Comment vous regardez le monde de l'édition, vous, de votre lorgnette, avec votre expérience et 20 ans d'édition sous le bras? Ben, moi, je vois que l'industrie québécoise du livre est gelée dans la loi du livre. Alors, il fonctionne comme ça. L'UNEC, l'Union des écrivains, a réussi à obtenir récemment des avancées très importantes pour les écrivains, suite à ce qui s'est passé pendant la pandémie, où les écrivains devaient participer quasiment gratuitement à la promotion de leurs livres. Ce n'est plus le cas. Il y a eu une entente entre l'Union des écrivains et l'Association nationale des éditeurs. Mais je me suis impliqué politiquement dans le dossier en participant à des commissions parlementaires sur le prix unique du livre, par exemple, et sur la découvrabilité des produits culturels québécois. Mais c'est un monde qui ne bouge pas rapidement, qui a besoin énormément d'apprentissage pour être capable de comprendre ce à quoi on les invite. Alors, moi, au bout de 20 ans, je me dis, effectivement, l'édition en ligne demeure une solution pour tous ceux qui ont de la difficulté à trouver un éditeur. Hein. Le nombre de manuscrits refusés est encore à 90%. Et ce n'est pas parce que les manuscrits sont mal écrits ou que c'est pas intéressant au départ. Souvent, ce sont des critères commerciaux. On n'en vendra pas assez. Alors, ils peuvent se tourner vers l'édition en ligne. Il y en a beaucoup qui l'ont fait vers les États-Unis avec Lubu.com, d'autres qui l'ont fait avec Manuscrit.com en France. Mais quand ils découvrent notre fondation, ils sont avantagés. Vous mentionnez Manuscrit en France. Il y avait d'autres joueurs qui étaient dans le décor. Vous les mentionniez au début de l'entrevue. Après, dans tout ce paysage-là, il y avait beaucoup d'artisans, d'éditeurs qui, comme vous, se sont lancés dans le domaine. Puis après, il y a eu des gros joueurs. Je pense à Amazon, notamment à Apple, qui sont lancés dans le monde de l'édition, qui ont donné des outils aux gens qui voulaient se lancer, qui voulaient se relever les manches, là, et éditer à compte d'auteur. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile pour vous? Ou est-ce que c'est pas vraiment un concurrent parce que c'est pas le même type d'auteur qu'ils vont chercher? Ce n'est pas que c'est pas le même type d'auteur, c'est surtout que c'est très gros comme machine. Hein? C'est des formats fermés, comme on dit. Hein? Les livres numériques, c'est des formats fermés. Ce ne sont pas des livres numériques que vous achetez. Ce sont des livres numériques dont vous obtenez la permission d'accéder, qui demeurent sur leur serveur, que vous ne pouvez pas télécharger vous-même. Donc, ça vous prend l'Internet. C'est pas la même chose qu'un livre numérique tel qu'on le concevait indépendamment de son format, soit en PDF, en EPUB ou encore en livre web qui peut exister. Non, nous, on n'a rien senti de spécial quand ces gens-là sont entrés en ligne avec leur offre d'édition. Mais ce qu'on voit, c'est que plus c'est gros, plus c'est difficile d'obtenir des renseignements sur les ventes, sur les redevances, auprès des auteurs, des auteurs auprès de l'éditeur, puis ça a grandement ennuyé, mais ils offrent un service qui répond à une certaine demande, c'est sûr. Guy, en terminant, comment vous voyez l'avenir de l'édition en ligne? Je vois, elle est pérenne. Ça, je suis très heureux de ça.
Notre principal compétiteur qu'on a tous connu tous les deux, manuscrit.com, est toujours là. Je suis très heureux que le modèle d'affaires persiste à assurer le succès des maisons d'édition en ligne. Il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec ça, mais c'est profitable pour payer 1 ou 2 salaires. Bon, je sais que chez manuscrit.com, ils étaient déjà 30, il y a 30 employés il y a un certain nombre d'années. Ils ont été rachetés. Bon, mais le concept lui-même est pérenne. Il va demeurer. Il va y avoir des gens qui vont arriver, qui vont offrir des nouvelles choses. Il y a eu au Québec une entreprise qui offrait la rédaction d'autobiographies, mais uniquement en ligne, avec l'impression à la demande. Alors ça, c'est des expériences qui sont intéressantes, mais sans le support gouvernemental, c'est plutôt difficile. Il faut y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Il faut consacrer presque sa vie entière de travail à cette question-là pour être capable d'atteindre l'autofinancement. Dans votre tête, à quoi ressemble l'avenir de la Fondation Fleur de Lys? Alors, la Fondation Fleur de Lys, écoutez, moi, je viens d'arriver à 65 ans. J'ai 66 aujourd'hui. Alors, je suis un peu sur ma lancée de retraite. Mais j'ai toujours dit, jamais la Fondation littéraire Fleur de Lys va disparaître. Ne serait-ce que regarder les archives, on a encore des pages qui datent de 2002 avec notre vieux logiciel front page. Non, la Fondation littéraire Fleur de Lys va demeurer. J'essaie de développer, on a eu beaucoup d'essais en philosophie. Et j'essaie de développer un site d'information sur la philosophie que je vais peut-être relier avec la Fondation littéraire Fleur de Lys, qui s'appelle l'Observatoire québécois de la philothérapie. Philothérapie qui est très populaire aujourd'hui en Europe, qui a été lancé par un Montréalais, faut pas l'oublier, Lou Marineuf, qui a écrit Platon, pas Prozac, est un Montréalais d'origine, qui est allé à l'université McGill à Montréal, entre autres. Et il se peut que la Fondation arrive à créer une branche philosophie dans ce sens-là, puis une autre branche pour les livres chrétiens. Bon, là, c'est toute une prise de position. On n'est pas obligé de croire en Dieu, mais on peut rendre service à ces gens-là qui écrivent de plus en plus leurs témoignages et qui veulent soit en obtenir des copies numériques. Souvent, ils les offrent gratuitement d'ailleurs. Hein? Dans une de nos options d'édition, on peut offrir gratuitement l'édition numérique. Alors, il y en a beaucoup qui ont fait ça, surtout dans le domaine des essais philosophiques, essais sur l'éthique. Il y en a beaucoup qui ont fait ça et ont dit on va vendre l'exemplaire papier, mais on va donner l'exemplaire numérique. Puis ça a été un gros succès. Là. Il y a des livres où on dépasse les 25 000 téléchargements pour un titre d'une philosophie d'Heidegger très précise, là, sur un aspect très, très spécialisé. Alors, c'est un gros succès. Est-ce qu'on vous souhaite, M. Gay, pour les années à venir? De conserver le modèle d'affaires tel qu'il est, que je ne tombe pas dans le piège de l'extension en librairie. On répond aux besoins des libraires. S'il y en a qui appellent, on peut leur envoyer les exemplaires qu'ils demandent. Mais je souhaiterais, moi, que le Québec se dote enfin d'un appareil d'impression à la demande et qu'il roule suffisamment pour servir l'ensemble des éditeurs en ligne, voire même de la population directement. Je ne comprends pas pourquoi le Québec n'a pas ça. Ces appareils-là sont présents partout dans le Canada anglais. Puis ici, au Québec, on n'en a pas. Alors, Xerox nous l'avait dit quand on les a rencontrés. Le Québec est la seule province qui ne bénéficie pas de cette technologie-là. Alors, quand on a des appareils séparés, c'est plus difficile d'offrir le service. Le service est beaucoup plus dispendieux. Il y a des frais administratifs par commande. Il y a les frais du livre lui-même, les frais de livraison. Ce sont des frais que nous, on doit assumer quand on est éditeur en ligne. Mais là, ça devient de plus en plus difficile d'offrir l'impression à la demande. Il faudrait que le Québec se mette à la page là-dessus. J'avais déjà participé à un congrès d'imprimeurs, des imprimeurs québécois, et ils semblaient intéressés, mais l'investissement devrait venir avec une subvention gouvernementale, comme ça a été le cas partout en Europe.
c'est le Conseil de l'Europe qui a financé l'achat de cette fameuse appareil. Bon, on espère qu'il y a des oreilles qui vous entendent. Serge-André Guay, président-éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis surtout, bon 20e anniversaire. Merci beaucoup. On va passer à un autre type d'éditeur maintenant. Connaissez-vous l'éditeur de logiciels Dilitrust? C'est un éditeur de logiciels de solutions intégrées pour la numérisation et l'automatisation des activités juridiques en entreprise. Cet éditeur-là propose notamment des modules pour gérer la numérisation des instances et aussi, évidemment, donc, rationaliser des réunions. Un autre module pour s'occuper de la gestion des entités juridiques pour un suivi en temps réel. On trouve également le pilote des contrats pour une vue complète sur leur cycle de vie et des outils qui permettent la maîtrise des litiges et contentieux pour un suivi très précis et évidemment avec de l'information aussi délicate, aussi importante. On trouve aussi tout un module qui s'occupe de sécuriser les documents confidentiels de l'entreprise. Pour mieux nous expliquer l'offre de Dilitrust, j'accueille le directeur Alliance et pratiques légales Amérique du Nord chez Dilitrust, Ken Chaufraise. Bonjour. Bonjour, Bruno. J'aimerais ça que vous... J'ai essayé de le faire pendant la présentation, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur que vous pour nous présenter ce que c'est. Quand on parle de l'éditeur de logiciels Dilitrust, qu'est-ce que vous faites exactement comme logiciel? Alors, Dilitrust, c'est un éditeur de logiciels qui est dédié principalement aux juristes en entreprise. Alors, on a une suite de modules qui est composée de 5 modules qu'on appelle la suite Governance. Et dans cette suite-là, vous avez des modules qui sont destinés à la gestion des réunions du conseil d'administration et des comités. Vous avez un module destiné à la gestion des entités légales, donc une entreprise qui a plusieurs filiales où il faut gérer les détentions, par exemple, au niveau capitalistique, mais aussi les organes de gouvernance. Il y a le module de gestion des contrats qui implique aussi de l'intelligence artificielle et qui va couvrir l'ensemble du cycle de vie contractuel, que ce soit au niveau de la rédaction du contrat, de la validation de ce dernier, de la signature et de l'exécution et des obligations post-contrat. Donc, une fois le contrat terminé, s'il y a des obligations qui perdurent, au moins, on a tout un système de notification et des alertes qui permettent de notifier les personnes concernées. On a aussi un module destiné à la gestion des litiges, donc tout ce qui concerne les pièces au dossier, les étapes de la procédure, la gestion des coûts et bien entendu le dernier module, le Data Room, qui est une salle où vous allez pouvoir échanger un volume important de données sensibles et donc vous allez pouvoir par exemple, dans le cadre d'une fusion-acquisition, faire un audit sur un ensemble de documents volumineux d'une organisation et échanger justement dans cet environnement hautement sécurisé. Et ces différentes solutions-là, est-ce qu'elles fonctionnent toutes seules ou elles peuvent s'imbriquer dans un système déjà existant? Alors, la beauté justement de cet outil-là, c'est de mettre à disposition un ensemble de modules qui va couvrir les différentes activités juridiques d'une entreprise. Donc, au lieu d'avoir une entreprise qui va acheter un logiciel pour gérer ses contrats, puis aller voir un autre fournisseur pour gérer ses entités et encore un autre pour gérer ses réunions du conseil d'administration, mais là, la beauté, et puis c'est quelque chose qui est aussi unique dans le marché. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui fait la même suite que nous avec les modules que je vous ai cités et de pouvoir avoir le tout en un qui est imbriqué. Les modules sont imbriqués les uns aux autres et qui peuvent aussi, à travers des API, se connecter à des services tiers. Donc, de faire partie de tout un écosystème technologique au sein de l'organisation, c'est vraiment un atout majeur. Quel type d'entreprise pourrait bénéficier de cet outil-là? Est-ce qu'on parle d'une petite entreprise? On parle d'une grande entreprise? À quoi ressemble votre clientèle? C'est une excellente question parce que notre clientèle est très variée.
que ce soit au niveau du secteur d'activité, on travaille avec des secteurs très sensibles comme les banques, comme l'ensemble des complexes militaro-industriels, de l'aviation, etc. Donc des entreprises avec des valeurs et des données hautement sensibles, mais aussi on travaille avec des associations, avec des fondations. Donc ça dépend vraiment des modules qui vont être sélectionnés. C'est sûr que le module gestion des entités, ça comprend une entreprise qui a plusieurs filiales. Donc, c'est une certaine taille. Par contre, la gestion des contrats ou la gestion des réunions d'un conseil d'administration de comité, ça peut être très bien une fondation, une association, qu'une multinationale qui en a besoin. Parce que tout le monde, à un moment donné, et que ce soit le département juridique ou d'autres départements, par exemple, au niveau de la gestion des contrats, on va avoir des contrats à gérer. Donc, vraiment, ce qui est intéressant, et puis je veux pas l'oublier non plus, le secteur public. On a aussi des municipalités qui utilisent nos outils, des administrations publiques, des gouvernements, etc. Donc, vraiment, c'est la possibilité d'offrir une suite qui est très flexible et qui s'ajuste aux besoins à la fois d'une multinationale que d'une toute petite ou une moyenne entreprise ou d'une association, d'une fondation, et que elle s'applique aussi au secteur privé, mais aussi au secteur public. Est-ce que c'est vieux, cette suite de logiciels? Alors, c'est vieux, ça dépend. La compagnie DD-Trust a été créée en 1995 et bien sûr il n'y avait pas tous ces modules là. Ah ouais. Donc il y avait, on est le fruit d'une fusion entre une entreprise montréalaise et une entreprise française. Donc montréalaise qui s'appelait Leading Boards à l'origine, et donc le module gestion des conseils d'administration et des comités a été créé ici à Montréal. Et du côté français, c'était plus spécialisé en gestion des entités légales. Puis le groupe a fusionné, a grossi à travers un certain nombre de croissance organique et aussi d'acquisition. Et on a complété notre suite avec un outil, par exemple, de gestion des contrats qui implique de l'intelligence artificielle. On a ajouté à cela un module de gestion des litiges, etc. Donc, ça s'est construit petit à petit et depuis 1995 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, donc, vous avez un certain recul et vous avez toujours mis à jour pour adapter aux nouvelles réalités de la loi. Mais par exemple, au Québec, plus récemment, il y a une loi, la loi 25, qui demande énormément de veille du côté de l'information numérique qu'on a par rapport à la clientèle, par rapport aux partenaires. Est-ce que, par exemple, la suite que vous proposez, elle tient en compte cette réalité-là? Absolument. Puis c'est un excellent point parce que justement notre implantation internationale fait qu'on a pu anticiper la venue de la loi 25. Et par exemple, vous avez mentionné qu'en Europe, il y a d'autres lois aussi au niveau de la protection des données qui s'appliquent notamment depuis 2018. La RGPD, par exemple. Ouais. Exactement. Et qui s'applique à l'ensemble des États de l'Union européenne. Et donc, on a dû, dès 2018, on a dû s'ajuster par rapport à ces nouvelles réglementations-là. Et donc, notre suite a évolué, pas juste depuis la loi 25, mais bien avant. Et aussi aux États-Unis, parce qu'on a des clients un peu partout dans le monde. On a des bureaux, par exemple, ici à Montréal, mais on en a aussi en France, on en a en Espagne, on en a en Italie, on en a en Allemagne, on en a à Dubaï. Donc, on a une couverture internationale où il y a différentes réglementations au niveau de la protection des données. Et justement, pour renforcer cette protection des données, on a des certifications qui s'appliquent. Il y a la certification ISO 27001, mais aussi récemment, on a acquis la certification ISO 27701 2019. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ça? C'est justement, c'est une certification qui est spécialisée dans la protection des données. Elle se concentre sur l'amélioration des capacités de protection des données de l'entreprise et aussi au niveau de la confiance, parce que par rapport à nos clients et nos partenaires, parce que c'est des certifications qu'on renouvelle à chaque année. Donc, on a un audit qui est fait à la fois sur la technologie qu'on utilise, mais aussi sur le personnel de l'entreprise pour passer en revue tous les procédés et toutes les politiques en place au niveau de la protection des données. Et bien sûr, on fait la promotion de ces réglementations parce que la norme ISO, c'est une norme qui s'applique de façon internationale. Donc, elle fait la promotion des réglementations en matière de protection des données, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, etc. Et donc,
à travers ces certifications, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant et c'est un de nos piliers majeurs chez DigiTrust. On a les données qui sont cryptées au repos et en mouvement avec AES, la norme AES 256. On a des textes Qualys. Et puis, on a toute une panoplie aussi d'outils qui permettent de renforcer cette sécurité. Par exemple, la suppression des données à distance, la protection contre les attaques par force brute, la double authentification. Quand vous recevez, par exemple, un SMS qui confirme ou un texto qui vous confirme justement que vous pouvez vous connecter et vérifier que c'est bien vous. On a des audits de sécurité qui sont internes et externes et tout ça, c'est bien sûr mentionné dans notre charte qualité qui fait partie de nos contrats, un document contractuel. Il y a aussi, comme je le mentionnais, l'hébergement de documents cryptés sur des serveurs cryptés, la politique de mot de passe sécurisé, la surveillance 24/7, le cryptage de bout en bout, les filigranes digitaux qui sont mis à disposition des utilisateurs, par exemple au niveau des documents sensibles, donc pour éviter toutes les captures d'écran où il y a le nom de la personne, l'heure et qui s'affiche en filigrane. Puis la personne qui consulte bien entendu le document et la gestion fine des droits d'accès où on peut restreindre par exemple au niveau des entités par zone géographique qui a accès à consulter telle société ou tel contrat, mais aussi à l'intérieur de ces sociétés ou de ces contrats-là, tel et tel document, ça peut vous pouvez rétrécir justement au niveau de l'entonnoir les permissions et de ces accès-là. Donc, il y a toute une panoplie et qui est bien sûr encadrée par des certifications qu'on est très fiers justement de mettre en valeur et de pouvoir renouveler à chaque année pour justement avoir la confiance de nos clients et de nos partenaires, et notamment par rapport à la loi 25 qui est justement très, très importante ici au Québec, parce que c'est vraiment d'actualité. Là, elle est entrée en vigueur très récemment. Mais là, je vous écoute, puis je repense aux différents modules dont vous m'avez parlé. Une entreprise qui fait l'acquisition de votre solution, j'imagine qu'il doit y avoir un certain encadrement parce qu'avec toutes les fonctionnalités, les possibilités qu'elle peut faire, à quoi ressemble la courbe d'adoption de l'utilisation d'un produit comme le vôtre en entreprise? Alors, une de nos grandes qualités, c'est souvent le retour que l'on a de nos clients, c'est notre service. Parce que on n'offre pas simplement un produit, une technologie, on offre un service. C'est le principe du SaaS. Donc, Software as a Service. On offre un service d'accompagnement qui va de l'implantation de la solution, où on va vraiment analyser les besoins de l'organisation, faire une réunion de kick-off avec toutes les parties prenantes au projet, et faire des ateliers très spécifiques. Alors, ça va être des ateliers de configuration, puis ensuite des ateliers de saisie des données, puis on va avoir des cas pratiques, des cas d'usage spécifiques, plus ou moins complexes qu'on va analyser ensemble et qu'on va pouvoir retranscrire à travers la plateforme. Et ensuite, il y a un suivi au niveau des bonnes pratiques de gouvernance à travers l'utilisation de l'outil qui se fait tout au long de l'utilisation de la plateforme. Il y a des formations offertes de façon illimitée. Donc là encore, si vous avez, parce que c'est souvent le cas dans les entreprises, il y a un roulement du personnel. Donc les personnes qui viennent dans l'entreprise, elles connaissent pas forcément la suite d'Illitrust, donc il faut les former là-dessus. Et c'est un service qui est inclus. Donc vous allez à tout moment pouvoir nous solliciter pour des formations, pour des conseils au niveau des bonnes pratiques de l'utilisation de l'outil. Et tout ce cheminement, c'est vraiment quelque chose qui fait notre force aussi et qui est reconnu sur le marché. Puis je présume que toute cette batterie d'outils, elle est constamment mise à jour justement pour permettre aux utilisateurs de progresser dans les nouvelles réalités, là. Absolument, absolument. Donc, vous avez à la fois dans la plateforme des outils qui vont vous mentionner les évolutions du produit, parce que c'est ça aussi la beauté d'un service, c'est que c'est un produit qui va évoluer au fil du temps. Donc, lorsqu'il y a une mise à jour majeure, avec des nouvelles fonctionnalités, vous allez pouvoir consulter à même la plateforme une notification qui va, à travers une vidéo, vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Mais nous aussi, on va pouvoir organiser un atelier spécifique par rapport à des nouveaux besoins, par exemple au niveau de la loi 27, comment cet outil-là peut m'aider à être conforme à la loi 25, excuse-moi. Et donc, on va pouvoir faire en sorte de montrer les différentes fonctionnalités que je vous ai mentionnées à travers des cas pratiques. En terminant, parce que vous mentionniez, vous êtes un petit peu partout sur la planète à servir les petites et les grandes organisations. Est-ce que sensiblement tout le monde vit pas mal la même chose à travers la planète quand vous regardez l'ensemble de vos clients?
Eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que le milieu de la finance, par exemple, c'est très rapidement uniformisé. Donc, on va avoir des rapports au niveau financier qui se ressemblent assez étroitement d'un pays à l'autre. Au niveau juridique, c'est un peu différent, mais ça tend à s'harmoniser. C'est ça qui est intéressant, c'est que on retrouve à peu près et de plus en plus les mêmes besoins et les mêmes enjeux. Les enjeux liés à la sécurité, les enjeux liés à la centralisation des données. Comment faire, parce que tout le monde a connu la pandémie, tout le monde a connu le travail à distance ou de façon hybride. Comment faire en sorte de retrouver facilement mes données, qu'elles soient archivées ou des données récentes? Comment faire en sorte d'avoir l'information en temps réel à travers des tableaux de bord? Comment je peux communiquer facilement avec mes différentes filiales? Donc, on retrouve de plus en plus justement un besoin commun. Bien sûr, il y a des spécificités et c'est ça qui fait la beauté du monde juridique, c'est que chaque pays, chaque province, chaque État a ses propres règles. Donc, il y a bien sûr des éléments qui vont être un peu différents d'un État à l'autre, mais dans les besoins au niveau des départements juridiques, c'est souvent des besoins qui se retrouvent, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord. Encore une fois, l'utilisation de la technologie, être plus efficace, peut-être avec moins de personnel par rapport à avant, ou moins de temps, ou devoir se consacrer à beaucoup de tâches et qui impliquent justement différentes activités juridiques et avoir un seul outil qui permet de le faire et non pas différents outils qui fonctionnent de façon différente et où j'ai du mal à me retrouver dans mes documents, etc. Alors, quelqu'un qui est intéressé à en savoir plus sur le logiciel dont on parlait ou la suite de logiciels dont on parlait, les différentes solutions que vous proposez, à quel endroit on peut trouver cette information-là? Alors, tout d'abord, vous avez le site internet sur dilitrust.com, mais aussi vous pouvez nous joindre à tout moment. Donc, n'hésitez pas vraiment à communiquer avec nous. On est accessible et puis ça, on est sur la rue Stanley au cœur du centre-ville de Montréal. Donc, c'est vraiment au niveau de tous les bureaux des grandes organisations ou aussi des PME. Donc, c'est l'accessibilité, on a un service de proximité. On parlait tantôt, Bruno, de l'implantation du logiciel. Mais ce qui rend aussi nos clients heureux, c'est qu'ils peuvent nous joindre facilement par téléphone, par courriel. On peut organiser une rencontre avec eux. C'est une équipe qui s'est basée à Montréal. Aussi au niveau du développement qu'on a mentionné tantôt, on a une grosse équipe de recherche et de développement ici basée à Montréal. Donc c'est vraiment un bureau majeur chez Dilitrust où on est vraiment très proche du besoin. On prend compte des considérations de nos clients et c'est aussi comme ça qu'on fait améliorer la solution. Parce que c'est vraiment une solution qui a été développée par des juristes pour des juristes. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché. Et c'est intéressant de rappeler le principe de la proximité, pas seulement en fait de service, mais géographique pour intervenir s'il y a besoin auprès des clients lors de l'installation. Tout à fait. Alors, Kincho Fraisse, vous êtes directeur Alliance et pratiques légales pour l'Amérique du Nord. En anglais, on dirait Alliance and Legal Practice Manager pour le North America. Je rappelle que vous parliez des services offerts par l'éditeur de logiciels Dilitrust. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est très gentil. Merci, Bruno. Et puis, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Thierry Weber a décidé cette semaine de nous faire du bien en nous envoyant une carte postale sonore de Normandie. Alors là, ouvrez bien les oreilles et les narines parce que vous allez peut-être sentir le bord de mer. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Pas d'innovation suisse, pas de news technologique. Rien sur le monde d'Internet et les réseaux sociaux. Juste une petite carte postale audio en direct des côtes normandes. De quoi vous poser un petit peu, de profiter du spectacle en direct d'une plage tard le soir. Mais le spectacle en valait la peine. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
ça fait quand même du bien d'entendre ça. J'ai presque l'impression d'y être. Bon, Stéphane Ricoul, cette semaine, se demande si c'est un effet de mode ou une réelle stratégie au sein des entreprises. Comment ChatGPT se positionne aujourd'hui dans ce portrait mondial des transformations numériques? Si la quasi-totalité des entreprises dans le monde ont connu des échecs, des annulations ou des retards dans leurs projets de transformation numérique, une majorité d'entre elles estiment qu'aujourd'hui, les progrès accomplis au sein de leur stratégie de transformation numérique sont substantiels. C'est ce qu'il ressort d'une étude pour le compte de Couchbase menée auprès de 600 décideurs TI à travers le monde. Les chiffres présentés ne sont certes pas aussi granulaires que je l'aurais souhaité, mais permettent tout de même de faire un exercice comparatif entre États-Unis et Europe. Et le premier constat intéressant, c'est que depuis la sortie de la pandémie, les priorités liées au projet de transformation numérique ont changé. Seuls 22% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient restées les mêmes. Des priorités qui se renouvellent, mais aussi des budgets qui restent toujours conséquents, même si le contrôle des dépenses s'est renforcé. On parle d'une moyenne d'investissement dans la transformation numérique par entreprise de 33 millions de dollars américains, qui sont dépensés là où le numérique est le plus pertinent pour l'entreprise, avec 57% d'entre elles déclarant que leurs principaux objectifs en matière de transformation numérique est d'améliorer la résilience et l'efficacité de l'entreprise, ce qui est somme toute logique dans une période de changement économique et rapide. Et cette résilience et efficacité passe dans le changement lié au modèle d'opération à 47% aux États-Unis et 52% en Europe, par une réduction des coûts à 43% aux États-Unis et 48% en Europe, par un remplacement d'infrastructures technologiques et des processus à 51% aux États-Unis et 39% en Europe seulement, et enfin constitue une opportunité de créer de nouvelles offres à égalité entre les États-Unis et l'Europe à 39%. C'est amusant ici de voir que les Américains considèrent qu'ils travaillent bien, mais n'ont pas les bons outils, alors que les Européens sont plus critiques à l'égard de leur façon de faire, mais considèrent qu'ils ne sont pas si pires du point de vue technologique. Maintenant, situation économique oblige, les entreprises sont conscientes de l'importance de réduire les coûts sans affecter les performances et misent sur l'importance des personnes en termes de compétences dans la stratégie de transformation numérique, leur permettant pour 54% d'entre elles d'aller chercher l'agilité nécessaire pour répondre aux évolutions du marché et faire face à la compétition, et pour 57% d'entre elles d'améliorer leur résilience. Tout ça nous permet de constater que les projets de transformation axés sur la créativité sont cette fois-ci mis en veilleuse, du moins pour le moment, étant donné qu'ils ne génèrent pas des succès immédiats dans la plupart des cas. L'efficacité instantanée semble prendre le dessus dans l'ensemble des priorités. Et selon cette étude, ce serait le cas pour les 12 prochains mois, avec dans le viseur l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise, de la productivité des employés et de la performance des applications. Le tout mixé avec la réduction des dépenses. L'expérience client ne venant qu'après tout cela, mais tout de même juste avant l'expansion géographique. Alors, si les budgets liés à la transformation numérique des entreprises semblent bien passer au travers du temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas avec un certain contrôle de la part des directions financières. 49% des responsables TI interrogés au niveau mondial sont ainsi confrontés à un contrôle renforcé des budgets et à davantage de questions venant de leurs collègues des finances sur les investissements TI. Toutefois, dans cette étude, les signaux positifs restent nombreux. D'abord et surtout, les budgets consacrés à la transformation numérique continuent de progresser de quelques points de pourcentage en moyenne. Autre indicateur favorable, la pression de la haute direction n'apparaît pas parmi les principaux facteurs à l'origine des projets de transformation numérique, ce qui suggère que la plupart des directions générales font confiance au processus décisionnel dans les TI, selon les auteurs de l'étude. Autrement dit, la pertinence des décisions des CIO, des CDO ou des CTO n'est pas remise en cause. D'ailleurs, 35% des personnes interrogées déclarent que leur service informatique est plus sollicité aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été au cours des 5 dernières années. Trouver les bonnes technologies modernes et rentables étant la clé pour relever ces défis, mais pas seulement.
Avoir une bonne planification et une idée claire des principales priorités aidera également, mais malheureusement, il semblerait que pour 38% des personnes interrogées, ce ne soit pas le cas, bien au contraire. Et cela a des conséquences. En moyenne, les entreprises ont investi 14% de leurs projets de transformation numérique dans des projets qui ont échoué, été annulés ou qui ont subi des retards importants, soit l'équivalent de 4,4 millions de dollars. Et pour 68% des organisations, ces échecs, annulations et retards ont repoussé les objectifs de la transformation numérique de plus de 3 mois ou pire encore pour 24% d'entre elles, de plus de 6 mois. L'étude nous démontre bien que la transformation numérique reste un élément essentiel de la stratégie des entreprises, qu'elle leur donne la résilience dont elles ont besoin. La question à présent est de savoir ce qui se passera à l'avenir. Quelles sont les technologies sur lesquelles les entreprises se concentreront? Lorsqu'elles planifient des projets de transformation numérique, les équipes informatiques sont souvent soumises à des pressions de la part du reste de l'entreprise pour qu'elles adoptent de nouvelles technologies, que ce soit pour atteindre des objectifs stratégiques spécifiques ou tout simplement pour suivre les tendances du secteur. Et là, je vous entends déjà, vous voulez certainement savoir si mondialement, les entreprises vont adopter la grande vedette de l'année, j'ai nommé l'intelligence artificielle générative. Eh bien, sachez que, toujours selon cette étude, bien que l'IA soit très prometteuse dans sa capacité à accélérer et à transformer les entreprises, les équipes TI ne sont pas tant sous pression pour l'adopter rapidement. Et non, il paraît que les entreprises sont conscientes de la nécessité de comprendre pleinement ces technologies avant d'aller de l'avant. Alors c'est quoi qui arrive en tête? Eh bien sans surprise, puis là je me permets de mettre un petit bémol étant donné la spécialité de l'entreprise en arrière de l'étude, c'est l'informatique dématérialisée avec 42% des équipes qui subissent la pression de l'adopter. Elle est suivie de près par l'informatique de proximité à 40% et du low-code, no-code à 39%. Même les bonnes vieilles réalités virtuelles et blockchain de ce monde arrivent avant l'IA générative avec respectivement 38 et 37%. Et effectivement, ChatGPT se contente que de l'avant-dernière place avec un 35% et ne bat que le Web 3.0 avec son 29% et les FinOps avec leurs 27%. Mais, dans leur cas, elles ont une excuse. C'est juste parce que leurs bénéfices sont déjà clairs pour tout le monde. Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber et Stéphane Ricoul d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien. Au revoir.